que Washington ne veut pas voir exposer devant les caméras des droits de douane vendus, comme une protection sont maintenant en train de fissurer Détroit de l'intérieur, l'ambassadeur du Canada vient d'exposer la vérité. Les droits de douane de Trump écrasent Détroit, passe autour. Les chiffres présentés à Washington ont stupéfié tout le monde. La plus grande victime de cette guerre commerciale, c'est l'industrie automobile américaine. Apparemment, dans le manuel tarifaire de Trump, si le mur n'est pas à la frontière, il suffit de le construire directement à l'intérieur de la chaîne d'approvisionnement. Mark Wiseman n'est pas un diplomate de carrière, c'est un opérateur de Wall Street. Il a dirigé l'Office d'investissement du régime de pension du Canada avec plus d'1 demi-billion de dollars d'actifs. Puis il est passé chez BlackRock quand le Premier ministre Mark Carney a eu besoin d'un ambassadeur pour faire face à l'administration Trump en décembre 2025. Il n'a pas envoyé un politicien, il a envoyé un financier. Cela dit tout. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est une négociation d'affaires. En mai 2026, Wiseman a pris la parole à Johns Hopkins à Washington. Son message était brutalement direct. Les droits de douane imposés par Trump en vertu de l'article 232, soit 25% sur les automobiles et les pièces automobiles canadiennes, ne nuisent pas seulement au Canada. Selon ses mots exacts, ils ferment le plus important marché étranger pour la vente d'automobiles américaines. Il faut bien mesurer ce que cela signifie. Le Canada est le plus grand acheteur étranger de voitures fabriquées aux États-Unis. Pas la Chine, pas l'Allemagne. Les Canada, un seul moteur de voiture traverse la frontière 7 ou 8 fois pendant la production. Les droits de douane ne frappent pas une seule fois. Ils s'accumulent. Et maintenant, les dégâts apparaissent déjà dans les données. L'industrie automobile américaine contribue à hauteur de 2 billions de dollars par an au produit intérieur brut, soit 5% du total. Elle soutient 1 million d'emplois américains. C'est 3 fois l'ensemble de l'armée américaine. Appelez cela un simple droit de douane. C'est comme appeler un carambolage sur l'autoroute, une stratégie de stationnement. Depuis l'entrée en vigueur des droits de douane, GM a réduit ses activités au Canada. Stellantis a suivi. Mais la partie dont personne ne parle, c'est que lorsque la production se retire du Canada, la chaîne d'approvisionnement se fracture directement en retour vers le Michigan, l'Ohio et l'Indiana. Les coûts liés aux droits de douane devraient ajouter environ 3 000 $ au prix moyen d'une voiture neuve pour les camions et les grands VUS, les modèles les plus vendus aux États-Unis. La hausse dépasse 10 000 $ par véhicule. C'est le consommateur américain qui paie et la demande ne survit pas à un tel choc. Elle s'effondre. Les analystes prévoient une perte de 5 à 2 millions de ventes automobiles américaines par année pour chaque année où les droits de douane restent en place. C'est une chute de 13% du marché dans une industrie qui fonctionne avec des marges extrêmement minces. Les petits fournisseurs de pièces automobiles font face à la faillite. Beaucoup n'ont pas les moyens de déménager ou de se restructurer assez vite. L'effet dominant, les emplois perdus, les recettes fiscales en baisse, les communautés manufacturières vidées de leur substance dépassent de loin tout revenu tarifaire que Washington peut percevoir. Ainsi, la politique censée sauver les villes industrielles demande maintenant à ces mêmes villes d'absorber la facture. C'est tout un slogan de campagne, mais pas vraiment un modèle d'affaires utile. Et l'ambassadeur du Canada a dit tout cela aux responsables américains avec des données calmement, précisément, mais le Canada ne panique pas. Il exécute en janvier 2026. Le Premier ministre Carney s'est rendu à Pékin. Il s'est assis avec le président Xi. L'accord qui en est sorti a provoqué une onde de choc à Détroit. Le Canada a réduit son tarif douanier sur les véhicules électriques chinois, le faisant passer de 100% à 6%.
1% pour un quota initial de 49 000 véhicules, qui doit grimper à 70 000 d'ici 2031. En échange, la Chine a réduit ses droits de douane sur le canola canadien de 4,24% à 15% en surface. C'est un échange agriculture contre automobile en profondeur. C'est un signal. Si vous nous excluez de votre marché par les prix, nous en trouverons un autre. La réaction à Washington a été immédiate. Une élue démocrate du Michigan a qualifié cela de menace directe pour les fabricants américains. Le chef de la direction de l'American EV Jobs Alliance a déclaré « La Chine vient de gagner un point d'appui sur le marché nord-américain des véhicules électriques et ce n'est pas arrivé par accident. Quand la politique commerciale américaine devient chaotique, imprévisible et destructrice, les mauvais résultats deviennent inévitables. Quand la politique commerciale est menée comme un slogan de meeting, la facture finit généralement par arriver sous forme de tableur. Le Canada est le seul grand marché automobile de l'hémisphère occidental à offrir un accès significatif aux véhicules électriques construits en Chine. Les États-Unis les ont bloqués. L'Union européenne a imposé des droits de douane. Le Canada a ouvert une porte contrôlée et l'accord exige que les entreprises chinoises établissent des co-entreprises pour la production de véhicules ou de batteries au Canada dans un délai de 3 ans. Cela signifie que le capital automobile chinois, la technologie des batteries et l'expertise de production sont sur le point d'arriver à la frontière nord des États-Unis. Comme l'a résumé un analyste, GM et Ford pourraient effectivement perdre le marché canadien. GM a déjà licencié 1200 travailleurs à son usine Factory Zero à Détroit. Stellantis a retiré des investissements canadiens. Ford a redémarré son usine inactive d'Oakville pour produire des camions Super Duty. Un geste défensif, pas un geste de confiance. Dans ce recul, les fabricants chinois se préparent à avancer. Le mur tarifaire était censé tenir les concurrents à l'écart. Au lieu de cela, il semble leur avoir offert une entrée latérale mieux éclairée. L'échéance qui rend tout cela urgent est le 1er juillet 2026. C'est la date de révision de l'ASEUM, l'accord commercial qui a remplacé l'ALENA. Les 3 pays doivent soit approuver son renouvellement, soit signaler leur intention d'en sortir. À l'heure actuelle, aucune discussion officielle n'est prévue entre le Canada et les États-Unis. Weissman a dit aux parlementaires canadiens en avril 2026 qu'il ne pouvait pas dire quand les négociations commenceraient. Pendant ce temps, le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, veut des changements au système laitier canadien, aux protections provinciales sur l'alcool, aux lois sur le contenu numérique, des demandes structurelles qui touchent des zones politiquement explosives au Canada. Donc, ce qui est sur la table, c'est une échéance au 1er juillet sans accord. Une industrie de 2 billions de dollars taxés jusqu'au dysfonctionnement, un Canada qui s'ouvre aux véhicules électriques chinois et des constructeurs automobiles américains qui se replient tout en affrontant des chocs de prix sur leur propre marché. Ce n'est pas un différend commercial, c'est une restructuration en temps réel de l'économie automobile nord-américaine. Ramenons cela au concret. Le prix moyen d'un véhicule neuf dépassait déjà 48 000 dollars avant cette guerre commerciale. Avec les coûts tarifaires qui s'accumulent à chaque passage de frontière, les fabricants transfèrent la douleur aux acheteurs, une hausse de 3 000 dollars sur les véhicules standards, plus de 10 000 dollars sur les camions et les VUS, et une perte prévue de 5 à 2 millions d'unités dans les ventes annuelles américaines. Dans un marché de 15 à 16 millions d'unités, c'est une chute de 13%. Il se trouve que les consommateurs remarquent quand l'Amérique d'abord apparaît sous forme de surcharge à 5 chiffres sur le prix affiché. Pour une industrie au coût fixe massif, ce n'est pas un ralentissement, c'est une crise. Et les États les plus exposés sont le Michigan, l'Ohio, l'Indiana, le Kentucky. Exactement le cœur manufacturier que les droits de douane étaient censés protéger.
Une autre dimension soulevée par Wiseman est que le Canada vient d'atteindre la cible de l'OTAN de 2% du produit intérieur brut consacré à la défense avec 6 ans d'avance, et se dirige maintenant vers 5%. Cela retire à Washington un levier de pression sur le partage du fardeau. Pendant ce temps, le chef conservateur Pierre Poilievre a rappelé que le Canada contrôle l'aluminium utilisé pour les avions de chasse américains, le tungstène pour les obus perforants et des minéraux critiques dont dépend le Pentagone. Ce ne sont pas des cartes de négociation, ce sont des réalités géologiques. C'est là toute la partie embarrassante de la géologie. Elle n'applaudit pas aux conférences de presse et elle ne se déplace pas parce qu'un élément de langage le dit. Le scénario dont personne ne parle devant les caméras, c'est ce qui se passe si la SEUM s'effondre complètement. Le 1er juillet est la date de révision. Aucun cadre d'accord n'existe. Wiseman n'a pas pu dire aux parlementaires quand les discussions commenceraient. Washington dit que les droits de douane sectoriels sont séparés. Ottawa dit qu'ils ne peuvent pas être séparés. Si aucun pont n'est trouvé, l'accord entre dans une zone de flou juridique. Les entreprises ne construisent pas d'usines dans l'incertitude. Elles n'engagent pas de capitaux dans des chaînes d'approvisionnement qui pourraient être restructurées par décret politique. L'effet paralysant à lui seul, investissement annulé, embauche retardée, représente un coût économique qui n'apparaît pas sur une ligne tarifaire. Et certains dégâts sont déjà permanents. Quand GM annule un projet de véhicule électrique au Canada, quand Stellantis retire un investissement de Windsor, ces décisions ne s'annulent pas simplement parce qu'un tarif est levé. On ne renverse pas une décision manufacturière de plusieurs milliards de dollars avec un communiqué de presse. Un professeur en génie l'a formulé précisément, même si la flambée actuelle se calme, les dommages à long terme sont déjà faits. Un communiqué de presse peut changer le titre du jour, mais il ne peut pas redémarrer une chaîne d'approvisionnement qui a déjà rangé ses outils. Un atelier d'outillage et de matrice de Windsor desservant les deux pays a vu ses ventes chuter de près de 70%. Ce n'est pas une entreprise qui rebondit, c'est une entreprise qui restructure tout son modèle, multiplier cela par des centaines de petits fournisseurs en Ontario, au Québec et dans le corridor des Grands Lacs. Et la véritable ampleur derrière les manchettes devient claire. L'alerte à long terme pour les États-Unis est directement liée à l'accord sur les véhicules électriques chinois. Les constructeurs automobiles chinois qui entrent au Canada ne font pas que vendre des voitures, ils construisent de l'infrastructure, une production de batteries en Amérique du Nord, avec de la technologie, du capital et des chaînes d'approvisionnement chinois. Une usine chinoise de batteries pour véhicules électriques en Ontario n'est pas en Chine. Elle se trouve dans la même région économique que le Michigan. Des véhicules construits selon les normes canadiennes sont, par conception, aussi construits selon les normes américaines. Une sénatrice américaine du Michigan, ancienne agente de la CIA, a averti en mai 2026 que les véhicules électriques fabriqués en Chine transmettent des vidéos en 3D et des données de géolocalisation accessibles à Pékin. Elle a qualifié cela d'enjeu de sécurité nationale. Un projet de loi a été déposé pour interdire entièrement les véhicules chinois, mais la réalité financière, c'est qu'une voiture construite à Windsor par une coentreprise détenue par des intérêts chinois avec des travailleurs canadiens n'est pas juridiquement la même chose qu'une voiture expédiée depuis Shanghai. C'est le long jeu que joue la Chine et le Canada, par stratégie ou par nécessité, lui a ouvert la porte. C'est le genre de faille que la politique tarifaire découvre souvent seulement après avoir coupé le ruban pour la stratégie de quelqu'un d'autre. Personne ne gagne proprement. Mais les pertes ne sont pas égales. Les États-Unis sont entrés dans cette confrontation avec un levier énorme. 75% des exportations canadiennes vont vers les États-Unis. Cette dépendance est réelle, mais un levier ne fonctionne que si l'on peut absorber le coût de son utilisation. Les droits de douane automobile coûtent cher aux consommateurs américains, fracturent les chaînes d'approvisionnement qui alimentent les emplois manufacturiers américains et
pousse le Canada vers la Chine, l'Union européenne et les marchés asiatiques, réduisant l'influence à long terme des États-Unis sur leurs plus proches voisins. L'économie canadienne encaisse un choc plus dur à court terme. La croissance a été révisée à la baisse à un mot 1% pour 2026 et les insolvabilités atteignent un sommet en 17 ans. La douleur est réelle. Mais la position stratégique du Canada est plus forte qu'il y a 18 mois. Une nouvelle relation avec la Chine, les dépenses de l'OTAN atteintes, un Premier ministre doté d'une compréhension de banquier central, des risques systémiques. Mark Carney n'a pas besoin d'une victoire avant novembre. Il a besoin d'un résultat durable. Si un véritable règlement s'en vient, il doit contenir 4 éléments. Premièrement, les droits de douane automobile de l'article 232 doivent être supprimés ou fortement réduits. On ne peut pas soutenir une industrie de 2 billions de dollars avec une taxe sur les intrants qui se multiplient 8 fois à travers une chaîne d'approvisionnement transfrontalière. Deuxièmement, l'ASUM doit être renouvelée avec clarté et stabilité. Le capital va là où les règles sont prévisibles. Troisièmement, la situation des véhicules électriques chinois doit être reconnue. Le Canada a ouvert cette porte parce que Washington a forcé la décision. Tout règlement qui ignore le besoin du Canada d'avoir un avenir automobile viable ne fera que perpétuer les conditions qui ont poussé Ottawa vers Pékin. Quatrièmement, le ton doit changer. Wiseman a dit que ces rencontres avaient été respectueuses et ouvertes, mais que la mise en scène publique de ce conflit rendait la solution privée plus difficile. La salle privée veut peu être des chiffres, mais la scène publique continue d'exiger des applaudissements pour la machine à fumer. Le fond de l'affaire est le suivant. L'administration Trump a conçu cette stratégie tarifaire en supposant que la douleur économique infligée au Canada produirait une capitulation politique. Cette hypothèse était fausse. Le Canada a élu Mark Carney, un homme qui a géré des crises financières souveraines sur une plateforme de souveraineté économique. Le Canada a nommé Mark Wiseman, un homme qui a dirigé l'un des plus grands fonds d'investissement au monde, comme ambassadeur. Le Canada a signé un accord avec la Chine. Le Canada a atteint les objectifs de dépenses de l'OTAN. Puis l'ambassadeur du Canada est entré à Washington et a fait ce qu'aucun diplomate n'était censé faire. Il n'a pas supplié ni menacé. Il a calmement expliqué, donné à l'appui, que les droits de douane nuisent davantage aux États-Unis que Washington ne l'a admis. Ce n'est pas le comportement d'un pays perdant, c'est le comportement d'un pays qui a décidé de tenir plus longtemps que la pression et qui s'est discrètement positionné pour le faire. Il est difficile de vendre un tour de victoire quand le tableau de pointage est lu à voix haute par l'ambassadeur d'à côté. L'industrie automobile américaine, 2 billions de dollars se trouvent au milieu de tout cela. Et en ce moment, elle se fissure, pas brisée, pas détruite, mais fissurée. Et chaque mois, sans règlement sérieux, ajoute du stress à des fractures qui deviendront exponentiellement plus coûteuses à réparer. La question n'est pas de savoir si un accord sera conclu. L'économie nord-américaine intégrée rend un découplage total impossible. La question est de savoir combien de dommages permanents seront verrouillés avant que les deux côtés trouvent la sortie de secours. À partir de l'avertissement de l'ambassadeur, du calcul de la chaîne d'approvisionnement, du jeu chinois, de l'échéance de la CEUM et du gel des investissements, la réponse est plus lourde que ce que les deux camps admettent actuellement